Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Je suis Ilunga et ravie de vous retrouver sur le plateau d'Inside News. Nous sommes le samedi 15 novembre 2025 et comme chaque soir, nous sommes ici pour décrypter, analyser et vous livrer les clés de l'actualité qui façonnent notre nation. Notre mission reste la même, éclairer les enjeux de la République démocratique du Congo pour vous, avec vous. Voici les titres de cette édition. Diplomatie régionale. La République démocratique du Congo prend la présidence de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, avec des priorités claires pour la paix et la sécurité. Drame dans l'Est. Le Nord Kivu de nouveau endeuillé par une attaque meurtrière des rebelles ADF qui ont visé un centre de santé, tuant une vingtaine de civils, dont des malades. Fait économie et environnement. En Ituri, un débat crucial oppose les projets d'exploitation pétrolière à la volonté de la population, qui craint des conséquences irréversibles pour la région. Justice et mémoire, une avancée historique avec la reconnaissance par la Commission africaine des droits de l'homme des génocides perpétrés en RDC, un pas majeur dans la lutte contre l'impunité. Le développement, c'est tout de suite. Sur le plan diplomatique, la semaine a été celle des responsabilités et des paris audacieux. Alors que la RDC prend les rênes de la CIRGL avec l'ambition de refonder la sécurité régionale, un accord fragile est signé à Doha avec le M23. Parallèlement, la reconnaissance des génocides congolais par l'Union africaine offre une victoire mémorielle, soulignant que la quête de paix ne peut se dissocier de l'exigence de justice. Un moment fort pour la diplomatie congolaise. Le président Félix Tshisekedi a pris ce samedi la présidence tournante de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, CIRGL, lors du 9e sommet de l'organisation à Kinshasa. Un mandat de 2 ans qui place notre pays, pourtant agressé dans sa partie Est, au cœur des efforts de pacification régionale. Face à ses homologues du Burundi, du Congo et de la Centrafrique, le chef de l'État a défini un mandat axé sur des résultats concrets, articulés autour de 5 priorités majeures. La réforme institutionnelle de la CIRGL, le rétablissement et la consolidation de la paix et de la stabilité régionale, le renforcement de la coopération judiciaire, la lutte contre l'exploitation et le commerce illicite des ressources naturelles, l'accélération de l'intégration économique régionale. Pour marquer sa vision, le président a prononcé une phrase forte. Je cite, « Il n'y aura pas de paix sans justice, pas de stabilité sans sécurité partagée, pas de développement sans intégration réelle. » Cette déclaration sonne comme un engagement clair. La RDC entend utiliser sa présidence pour exiger une application stricte des pactes de non-agression et de défense mutuelle, et pour lier indissociablement les questions de sécurité à celles de la justice et du développement. Dans la quête de paix pour l'Est, un accord cadre a été signé à Doha entre le gouvernement congolais et le M23. Cette avancée représente un retour pragmatique au dialogue direct. L'accord s'articule autour de 8 points clés. Échange de prisonniers sous supervision internationale. Mise en place d'un mécanisme conjoint de surveillance du cessez-le-feu. Restauration progressive de l'autorité de l'État dans les zones occupées. Retour sécurisé et volontaire des réfugiés et déplacés. Mesures de confiance, incluant la fin de la propagande haineuse. Élaboration d'une feuille de route vers un accord de paix global. Implication de la MONUSCO, de l'Union africaine et de la CIRGL. Reconnaissance formelle du rôle des médiateurs internationaux. Toutefois, les analystes préviennent que cet accord est un pari risqué. Il évite délibérément les questions qui fâchent, le statut politique du M23 et surtout le soutien rwandais. Sans gestes concrets et rapides, comme la libération de prisonniers, Doha risque de n'être qu'un accord de plus dans la longue liste des promesses non tenues. Parallèlement, une victoire mémorielle a été remportée. La première ministre, Judith Suminwa, a salué une résolution majeure de la Commission africaine des droits de l'homme. Celle-ci reconnaît enfin les génocides perpétrés en République démocratique du Congo.
Pour le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, c'est une étape cruciale dans la longue lutte contre l'impunité. La question de la justice se pose aussi au-delà de nos frontières. À Paris, le procès de l'ancien chef rebelle Roger Lumbala s'est ouvert. Il est jugé pour complicité de crimes contre l'humanité commis entre 2002 et 2003 en Ituri et dans le Haut-Uélé. La justice française agit en vertu du principe de compétence universelle qui lui permet de juger les crimes les plus graves où qu'ils aient été commis. Mais cette procédure est vivement contestée par ses soutiens. Son avocat, Maître Landry Fongo, la juge illégitime, arguant que la RDC a déjà ouvert une procédure et demandé son extradition. Pour Moïse Monidela, président de son comité de soutien, ce procès est une atteinte à notre souveraineté. Il s'interroge, je cite, « Ce n'est pas Roger Lumbala qu'on juge en France, c'est la RDC. Sommes-nous incapables de juger nos propres citoyens pour des faits commis sur notre territoire ?» Enfin, sur le plan intérieur, le président de la République a exprimé sa profonde préoccupation face à la recrudescence des manœuvres de déstabilisation des institutions provinciales. Il a dénoncé les motions de défiance, souvent intempestives et infondées, qui compromettent la stabilité. En conséquence, il a instruit le vice-premier ministre de l'Intérieur de renforcer les mécanismes de suivi, d'alerte et de prévention pour neutraliser ces crises récurrentes. Cette instabilité politique en province fait écho à une situation sécuritaire qui, sur le terrain, reste extrêmement volatile. Nous abordons maintenant le volet sécuritaire et les nouvelles de l'Est nous obligent une fois de plus à regarder en face une réalité d'une brutalité inouïe. Les populations civiles y sont prises en étau, victimes de violences aveugles de la part de multiples groupes armés. Chaque jour apporte son lot de tragédies, détruisant des vies, des infrastructures essentielles et aggravant une crise humanitaire déjà insoutenable. L'horreur a de nouveau frappé le territoire de Lubero, au Nord Kivu. Dans la nuit de vendredi à samedi, des rebelles présumés des ADF ont mené une attaque d'une rare violence dans la localité de Byambwe. Ils ont ciblé le centre de santé de référence, un lieu qui devrait être un sanctuaire. Le bilan est tragique et révoltant. Environ 20 civils ont été tués, dont 18 malades qui recevaient des soins. Les assaillants ont également pillé la pharmacie et incendié plusieurs maisons. Face à cette barbarie, la société civile, par la voix de son président Kakule Samuel, lance un appel désespéré aux autorités, réclamant des opérations militaires de grande envergure pour sécuriser définitivement la zone. Les ADF ne sont pas les seuls à semer la terreur. Dans les territoires de Kabambare, Kasongo et Shabunda, des combattants se réclamant des Wazalendo sont accusés d'avoir commis 68 meurtres en seulement 3 mois. L'administrateur du territoire de Kabambare dénonce des abus commis en toute impunité et sollicite une action conjointe des FARDC. Ces violences continues alimentent une crise humanitaire dramatique, notamment à Rutshuru. Plus de la moitié des habitants ont fui leur village pour se réfugier à Bambo. Mais les conditions de vie y sont extrêmement précaires. Isaac Kibira, un notable de Bambo, décrit une situation catastrophique et lance un appel pressant à l'aide pour éviter une famine, car les champs ont été détruits. L'acheminement de l'aide humanitaire reste malheureusement entravé par l'insécurité persistante. Face à cette prolifération des armes, des efforts sont menés pour renforcer le contrôle. À Beni, la MONUSCO a formé 25 agents de la Commission nationale de contrôle des armes. Ils ont été outillés aux techniques de traçabilité et d'analyse des munitions, des compétences essentielles pour lutter contre les trafics. Elsie Kabouyaya, l'une des bénéficiaires, explique l'importance de cette formation. Le traçage nous aide à identifier l'arme depuis son pays d'origine jusqu'au dernier utilisateur. Ces agents seront bientôt déployés sur le terrain. Sécuriser le pays passe aussi par son développement économique. Mais là encore, les défis sont immenses. L'économie congolaise est ce soir au cœur d'un paradoxe. D'un côté, l'ambition nationale avec la modernisation d'infrastructures comme l'aéroport de Bunia. De l'autre, la réalité du terrain,
En Ituri, la population rejette le pétrole par crainte d'un désastre écologique, tandis qu'à Faradje, le délabrement d'une simple route fait exploser le coût de la vie. Ces récits illustrent la fracture entre les grands projets et le quotidien des Congolais. En Ituri, la question pétrolière divise profondément. Une étude menée par le cadre de concertation sur les ressources naturelles révèle un chiffre sans appel. 70% de la population locale s'oppose à l'exploitation pétrolière dans le Graben albertine. Les raisons de ce rejet sont multiples. Des risques environnementaux élevés, notamment la destruction de la biodiversité du lac Albert. Des conséquences sanitaires potentielles pour les communautés. La menace sur les moyens de subsistance traditionnels comme la pêche et l'agriculture. Face à ces craintes, Dieudonné Kassonia a lancé un appel clair au gouvernement. Il demande de geler l'attribution des blocs tant qu'un mécanisme de consultation communautaire transparent et inclusif n'est pas mis en place. Cette sanction à Lubumbashi fait écho à des préoccupations grandissantes ailleurs dans le pays. En Ituri, c'est précisément le coût environnemental de l'exploitation des ressources qui est au cœur d'un débat houleux. Et quand l'exploitation a lieu sans garantie suffisante, les conséquences peuvent être sévères. Le Conseil des ministres a d'ailleurs ordonné la suspension, pour 3 mois, des activités de la société minière CDM à Lubumbashi, en raison de pollution environnementale. Des nouvelles plus encourageantes sur le front des infrastructures. En Ituri, les travaux de modernisation de l'aéroport Moongo de Bunia, financés par le gouvernement, sont exécutés à 90%. Le projet inclut l'élargissement de la piste, la construction d'une nouvelle aérogare et d'une tour de contrôle. Au Kasaï oriental, l'espoir renaît pour la centrale hydroélectrique de Lubilanji 1. La reprise des travaux de réhabilitation est annoncée pour janvier 2026. Cependant, des défis persistent. Le trafic ferroviaire entre Matadi et Kinshasa a été suspendu pour des raisons de sécurité après les fortes pluies. Et en matière d'électricité, si un plan d'action a été annoncé pour améliorer la desserte à Kinshasa, la ville de Mbuji-Mayi a été plongée dans le noir suite à une panne à la centrale de Chibwe. L'un des plus grands défis reste la formalisation de notre économie. Selon l'analyste économique Dr. Billy Issa, les lourdeurs administratives et le faible accès au financement sont les principaux obstacles qui maintiennent des milliers d'entrepreneurs dans l'informel. En d'autres termes, tant que l'État sera perçu comme une source de tracasserie plutôt que de soutien, une part immense du génie économique congolais restera en marge du système. Cette situation est aggravée par une vie de plus en plus chère dans certaines régions. À Faradje, dans le Haut-Uélé, les prix des produits de première nécessité ont explosé. Une barre de savon est passée de 3 000 à 5 000 francs congolais, un bidon d'huile de 30 000 à 70 000. La cause? Le délabrement avancé des routes. Terminons cette section sur une note positive. Au Sud Kivu, la relance de l'usine de farine de Bouéguera et de la sucrerie de Kiliba a été officialisée. Un projet majeur qui devrait créer environ 15 000 emplois directs et indirects et redynamiser l'économie de la plaine de la Ruzizi. De l'économie à la santé, il n'y a qu'un pas, car le bien-être des populations est au cœur de tous ces enjeux. Le système de santé congolais est à la croisée des chemins, luttant à la fois contre la montée des maladies non transmissibles et pour le renforcement de sa gouvernance. Cette semaine, l'actualité sanitaire nous a rappelé l'urgence de la prévention face au diabète et l'importance de former des gestionnaires compétents pour garantir des soins de qualité pour tous. À l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le diabète, les chiffres rappellent l'ampleur du problème en RDC. La prévalence nationale est estimée à près de 8%, une tendance à la hausse jugée inquiétante. Le Programme national de lutte contre le diabète insiste sur la prévention. Le Dr Louise Anyang rappelle les gestes essentiels pour réduire les risques. Une alimentation saine et équilibrée, l'exercice physique régulier, une bonne gestion du stress. Éviter le tabac et l'excès de sucre, de gras et de sel. À Kinshasa, dans la commune de Massina, l'Association médicale pour l'assistance aux personnes âgées a mené une action concrète en prenant en charge des diabétiques du 3e âge.
Le renforcement du système passe aussi par la formation de ses cadres. À Kisangani, 26 nouveaux gestionnaires d'institutions de santé ont prêté serment. Fait notable, parmi eux se trouvent 21 femmes. Signe d'une féminisation croissante des postes à responsabilité dans ce secteur, un enjeu crucial pour une gouvernance plus inclusive. La présidente de leur association, José Mboka, leur a rappelé la noblesse de leur mission avec des mots forts. Votre fonction n'est pas un privilège, mais un service au bénéfice des malades. Enfin, le 40e congrès de la Société d'anesthésie-réanimation a insisté sur un point crucial, la nécessité d'une formation rigoureuse pour les médecins de cette spécialité afin de réduire la mortalité lors des interventions. De la santé des citoyens à la santé de notre planète, les défis sont intimement liés. Les questions environnementales ne sont plus une abstraction. En RDC, elles sont au cœur du quotidien. Des pluies qui paralysent Kinshasa, au débat sur le rôle de nos forêts face au changement climatique, en passant par les luttes sociales qui en découlent. Ces enjeux sont les différentes facettes d'une même réalité qui nous oblige à repenser notre rapport à notre environnement et à notre société. Sur la scène internationale, la RDC a marqué les esprits à la COP30 à Belém, au Brésil, en lançant officiellement son programme national « La forêt, c'est nous ». Il s'agit d'une initiative ambitieuse de 5 milliards de dollars. Les objectifs sont impressionnants. Restaurer 8 millions d'hectares de terres dégradées, planter 5 milliards d'arbres, créer jusqu'à 2 millions d'emplois. Cependant, la société civile reste vigilante. La coalition CORAP a lancé un appel pour une transition énergétique juste, mettant en garde contre les grands projets qui seraient mis en œuvre sans transparence ni consultation des communautés locales. À Kinshasa, les conséquences du changement climatique se font durement sentir. Les pluies diluviennes ont provoqué des dégâts considérables. Sur la route de Kimwenza, à Mongafula, la chaussée s'est effondrée, coupant la route en deux. Dans la commune de Limete, le quartier Ndanu renoue avec le cauchemar des inondations. Un habitant, les pieds dans l'eau, déplore le manque de canalisation. Dans ce quartier, dès qu'il pleut, il y a toujours des dégâts. La dernière pluie a causé beaucoup de pertes. Face à cette situation récurrente, l'ONG IGED appelle les autorités à créer une cartographie des zones vulnérables pour mieux anticiper ces catastrophes. Les défis sociaux restent également au cœur de l'actualité. À Goma, un rapport de l'Union congolaise des femmes des médias dresse un portrait alarmant de la situation des femmes journalistes, confrontées à la violence, au stress permanent et aux menaces. Une séance de détraumatisation a été organisée pour leur apporter un soutien psychosocial essentiel. Sur le plan migratoire, la Belgique a enregistré une hausse significative des demandes d'asile de nos compatriotes, avec plus de 2120 dossiers en 10 mois. Cependant, les autorités belges préviennent que 85 à 90% de ces demandes sont refusées. Enfin, à Kinshasa, des agents du secrétariat des personnes vivant avec handicap ont manifesté pour réclamer le paiement de leur salaire qu'ils attendent depuis 2019. Nous arrivons au terme de cette édition d'Inside News. De la diplomatie à la sécurité, des enjeux économiques aux défis sociaux et environnementaux, l'actualité de notre pays est un miroir de sa complexité et de sa résilience. Chaque jour nous rappelle les batailles que nous menons pour la paix, la justice et un avenir meilleur. Dans ce contexte, l'information vérifiée et rigoureuse est plus qu'un outil, c'est une boussole. Je vous lance donc un appel à la vigilance. Face à la montée de la désinformation et des fausses nouvelles qui cherchent à diviser et à obscurcir les débats, il est de notre responsabilité à tous, en tant que citoyens, de chercher des sources fiables pour comprendre les enjeux qui nous concernent. C'est en étant bien informés que nous pourrons construire ensemble le Congo de demain. Merci de votre fidélité. Toute l'équipe d'Inside News se joint à moi pour vous souhaiter une excellente soirée. Rendez-vous à la prochaine édition pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité congolaise. Bonsoir.